Bienvenue sur votre plateforme pour décrypter l'actualité. Plongez au cœur des grands débats politiques, sociaux, économiques et culturels qui façonnent notre monde. Ici, chaque sujet compte, chaque opinion est entendue. Rejoignez-nous dès maintenant pour une analyse percutante et un échange enrichissant. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des analyses pointues, des débats passionnants et des perspectives uniques sur les actualités politiques, sociales, économiques et culturelles. Votre soutien fait toute la différence et nous motive à continuer de vous offrir du contenu de qualité. Ensemble, participons à des échanges constructifs et inspirants. Merci de faire partie de l'aventure. Voilà ce qui se passe au Ghana. Les attaques de marché sont des avertissements que les groupes terroristes font au nouveau pouvoir ghanéen pour lui dire: si vous ne poursuivez pas la même politique que Nana Akufo-Addo, nous frapperons le Ghana et vous-même, nous finirons par vous frapper. On passe au deuxième pays dans ma liste, c'est le Togo. Le Togo de Faure Gnassingbé est un pays qui a deux difficultés fondamentales. Sa première difficulté, c'est que c'est un pays dont le régime n'est pas véritablement légitime parce que c'est un régime qui est arrivé au pouvoir par coup d'État et qui est resté au pouvoir par une succession de coups d'État civils ou de coups d'État constitutionnels. Donc c'est un régime qui souffre d'un vrai problème de légitimité. Et ce problème de légitimité a débouché sur la non-réconciliation nationale. Les Togolais sont fortement divisés par la manière violente dont le régime issu de la dictature france-africaine du père Eyadema se poursuit par son fils. Ce n'est pas une république démocratique, il s'agit d'une monarchie présidentielle. C'est ce que c'est le Togo. Quand vous êtes de bonne foi et quand vous connaissez l'histoire de ce pays, vous savez que ce pays n'est pas encore un état de droit. Un pays ne peut pas être une démocratie s'il n'est pas d'abord un état de droit. C'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas un pays dans lequel le citoyen est protégé de la brutalité du pouvoir exécutif par la loi. Non. Dans ce pays, c'est le pouvoir exécutif qui fait la loi. Et ça, c'est un problème fondamental de toutes les dictatures africaines. Dès lors que c'est le pouvoir exécutif qui fait la loi, le président en exercice dispose de la vie de tous ses citoyens, de tous ses concitoyens. Il dispose de leur liberté. Il dispose de tous les pouvoirs, des droits de vie ou de mort sur son peuple. Ça, c'est un problème que le Togo a. Deuxième problème que le Togo a, son système sécuritaire est en partie dépendant de forces néocolonialistes et impérialistes occidentales. Par exemple, les experts militaires et sécurocrates d'Israël continuent à jouer un rôle important dans l'appareil de sécurité du Togo. Or, Israël et ses experts militaires, mais ce sont les gens de l'OTAN. Ce sont les gens de l'OTAN. Or, l'OTAN, vous le savez très bien, c'est la coalition qui a détruit la Libye, qui a assassiné Kadhafi, qui a organisé l'invasion du Sahel et qui veut, à travers cette déstabilisation structurelle, imposer ses bases militaires sur tout le continent africain. Rien que les États-Unis, la grande puissance directrice de l'OTAN, ils disposent de plus de 800 bases militaires dans le monde. Et ils ont un pion avancé au Togo. Le régime togolais est en intelligence avec les forces otaniennes pour son système sécuritaire. Voilà sa deuxième faiblesse. Première faiblesse, c'est un régime qui n'est pas réconcilié avec son peuple à cause de sa pratique autoritaire, autocratique. Deuxième faiblesse, c'est un régime qui dépend encore des réseaux sécuritaires néocolonialistes et impérialistes otaniens. Mais, de l'autre côté, le président Faure Gnassingbé s'est démarqué des autres chefs d'État de la CEDEAO en adoptant une attitude fraternelle envers les pays de l'AES. Il a refusé de s'aligner sur la ligne dure contre le Mali, la ligne dure contre le Burkina Faso, la ligne dure contre le Niger. Il a même proposé le port de Lomé comme voie de sortie et d'entrée des marchandises des pays de l'AES pour compenser l'embargo criminel que le Nigeria, le Bénin, la Côte d'Ivoire avaient envisagé contre ces pays-là, même le Ghana. Donc, le président Faure Gnassingbé s'est mis dans une situation littéralement
ambigu, avec littéralement le cul entre deux chaises. D'un côté, l'allégeance qui se perpétue au système sécuritaire et à la tutelle sécuritaire de l'OTAN, à travers son propre appareil sécuritaire, qui est largement issu du néocolonialisme, du colonialisme français et de la tutelle otanienne. Il a ce côté-là. Et puis de l'autre côté, il y a cette ouverture, il y a cette lucidité, il y a cette reconnaissance qu'il apporte eh bien, au processus politique en cours au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et ça, c'est un fait incontestable. Il m'a fallu du temps pour que mes frères et amis de la résistance de l'opposition togolaise comprennent cela. Parce que certains opposants togolais ont persisté dans cette espèce de naïveté géopolitique qui consistait à ne pas voir que la politique étrangère du Togo vers l'AES était un avantage, c'était un atout de Faure Gnassingbé. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Moi, je le critique, je déteste tous les dictateurs africains. Donc, je ne suis pas un soutien de M. Faure Gnassingbé. Je connais quelques-uns de ses ministres, d'accord, mais je ne le soutiens pas. Parce que je l'attends sur le terrain fondamental, eh bien, de l'émancipation de mon peuple, le peuple africain du Togo. Mais c'est pas parce que je ne le soutiens pas que je ne dois pas reconnaître qu'il a, sur le plan diplomatique, fait des choses positives vers le Mali, vers le Burkina Faso et vers le Niger. La preuve, ceux-là même qui soutiennent sur tous les réseaux sociaux les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani, ne leur en veulent pas des bonnes relations qu'ils entretiennent avec le président togolais. Vous savez, dans la vie, il faut avoir le courage de ses positions. Si vous n'êtes pas capable d'en vouloir au président Assimi Goïta, au président Ibrahim Traoré ou au président Abdourahmane Tiani, parce qu'ils ont de bonnes relations avec le président togolais, cela veut dire que vous avez bien compris qu'il y a une réalité politique là. À savoir que l'attitude de la diplomatie togolaise envers les pays de l'AES est globalement une attitude positive. Ceci est vrai que cela vous plaise ou pas. Grandir en politique, c'est cela. Donc, chaque fois que l'AES, on a voulu encercler l'AES, on a voulu isoler l'AES, que ce soit le Mali, le Burkina, le Niger, le président togolais a ramé à contre-courant. Quelle est la conséquence? La conséquence en est que les terroristes se sont mis à frapper sévèrement le Togo. Et voici maintenant 1 an et demi que le Togo est victime de la stratégie de l'attaque contre ses marchés. En 2023, un grand marché togolais a été brûlé, exactement comme le marché ghanéen qui vient d'être brûlé. Le marché a été attaqué à partir de plusieurs positions. Il a été complètement brûlé. C'est la même stratégie qui vient d'être employée à cette fin d'année. En septembre 2024, un autre marché togolais a brûlé. En décembre 2024, ils ont rebrûlé un autre marché togolais. Les terroristes frappent le Togo. Pourquoi? Pour dire à Faure Gnassingbé, on ne peut pas avoir 2 mètres. Soit tu es avec l'AES, et donc vous êtes dans la Confédération des États du Sahel, et vous êtes contre nous, la CEDEAO, et les néocolonialistes français et les impérialistes otaniens en général, soit tu es avec nous, et tu dois être contre l'AES, contre Assimi Goïta, contre Ibrahim Traoré, et contre Abdourahmane Tiani. La pression sécuritaire sur le Togo a augmenté considérablement ces dernières années. Plusieurs positions de l'armée togolaise ont été sévèrement attaquées. Des dizaines de soldats togolais ont été assassinés. Et maintenant, on attaque le tissu économique togolais. Parce que je viendrai tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'ils brûlent les marchés. Il faut que vous sachiez. On attaque le tissu économique togolais dans un but précis. Si on attaque les marchés, c'est dans un but précis. Il faudrait que vous réfléchissiez aux conséquences des attaques contre les marchés. Qu'est-ce que ça va provoquer dans le pays? Et là, vous saurez qu'il s'agit vraiment d'une opération de déstabilisation. Les marchés sont les lieux où les hommes et les femmes viennent échanger les richesses qui ont été produites dans le pays. Soit par la production nationale, soit par l'importation. Donc, en attaquant les marchés, on détruit une zone d'intersection fondamentale entre l'offre et la demande. L'économie fonctionne aussi sur la base de la loi de l'offre et de la demande. L'offre et la demande, où se rencontrent-elles dans un système économique? C'est au marché. Si on détruit le marché, l'offre est détruite, la demande est détruite.
Donc, l'attaque contre les marchés a un effet immédiat sur la société. Des micro-entreprises vont fermer parce qu'on a détruit leurs entrepôts. Beaucoup de gens stockent leurs marchandises dans le lieu du marché où ils ont un magasin et puis un lieu d'exposition et de vente. Donc quand on brûle le marché, on a brûlé des stocks. On a donc détruit le capital. On a aussi détruit, en brûlant le marché, on détruit aussi les capitaux financiers. Parce qu'il y a plusieurs entreprises possédant des magasins au marché qui se ferment très bien, qui laissent des fonds de caisse, qui laissent de l'argent, notamment de l'argent sous forme de billets de banque, à l'intérieur de leur caisse stratégique au marché, en sachant que c'est fermé et même que c'est protégé par des gardiens. Quand on brûle le marché, on brûle de l'argent. On brûle de l'argent liquide. Donc les gens ont des pertes financières, non seulement en marchandises, mais ils ont des pertes fiduciaires, ils ont des pertes en argent. Quand on a brûlé le marché comme ça, plusieurs entreprises ferment, plusieurs petites et moyennes entreprises ferment. Mais la conséquence, c'est aussi que pour renouveler les marchandises, pour pouvoir acheter ce qui a été brûlé au marché, les consommateurs sont obligés de payer plus cher. Puisque brûler les marchés produit de la rareté, et que la rareté entraîne l'augmentation des prix, brûler les marchés, c'est une bonne manière de provoquer une inflation, une hausse vertigineuse des prix des matières premières, des produits de base dans le pays. Donc, en fait, brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Brûler les marchés accélère la crise économique et sociale dans un pays. Vous venez de comprendre pourquoi ils attaquent les marchés. Ils attaquent les marchés pour provoquer artificiellement des crises économiques et sociales sévères qui vont soulever les populations contre les régimes en place. On brûle les marchés au Ghana pour que le Ghana soit rapidement ingouvernable. Que les Ghanéennes et les Ghanéens soient dans la rue contre John Mahamad Dramani. Et que John Mahamad Dramani soit obligé de se mettre à genoux, comme Nana Akufo-Addo, devant le FMI et la Banque mondiale. On brûle les marchés au Togo pour que le peuple togolais finisse par se révolter contre Faure Gnassingbé et que Faure Gnassingbé soit obligé de faire la volonté des maîtres néocolons impérialistes et de continuer la spirale d'endettement de l'économie togolaise auprès du FMI et de la Banque mondiale. On va attaquer sévèrement le Tchad pour que le Tchad soit dépendant de la dette, pour que le Tchad soit obligé d'emprunter et en allant emprunter, que le Tchad accepte le dictat sécuritaire, le dictat géopolitique et géostratégique dont il veut sortir. L'attaque du marché est en réalité la déstructuration du tissu socio-économique et c'est potentiellement la déstabilisation politique d'un pays. Qui veut déstabiliser une société, une économie, qui veut déstabiliser un système politique attaque les marchés. C'est tout. Je vous rappelle qu'en 2008-2009, l'un des principaux mouvements les plus puissants des sociétés d'Afrique était le mouvement des émeutes de la faim. Mais les émeutes de la faim, elles sont en rapport avec l'inflation dans les marchés. Quand on provoque l'inflation, c'est-à-dire ici la hausse vertigineuse des prix dans les marchés, on provoque la faim, F-A-I-M. On provoque la colère dans la population. On provoque des émeutes. Et on peut provoquer ainsi une révolution par des méthodes cyniques. Les incendiaires de marché sont donc des pompiers pyromanes. Ils appauvrissent les pays dans le but de se rendre indispensables au gouvernement de ces pays-là. Ce sont des pompiers pyromanes qui mettent actuellement le feu dans les marchés du Togo, dans les marchés du Ghana, et qui veulent mettre le feu dans les marchés du Tchad. Et tous les pays africains dont les dirigeants expriment des réticences et des démarcations envers la domination néocolonialiste et impérialiste vont être ciblés de cette façon. Les terroristes ont reçu mission d'attaquer les marchés. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur notre page, merci de vous abonner, liker, partager. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, voici, ou bien voilà, les analyses du professeur Franklin Nyamsi. Alors, que pensez-vous de tout ce qu'il a dit? Et trouvez-vous ces analyses pertinentes ou, bon, avez-vous quelque chose à ajouter et compléter?
On sera ravis de vous lire en commentaire. On se capte pour une autre vidéo.